Donc, la prochaine thématique que j'aimerais traiter ici, dans les points essentiels concernant l'Assemblée constitutionnelle, c'est une thématique importante parce que c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit en fait comme assemblée puis comme processus de décision. Puis la manière que je vais l'introduire ou la présenter, c'est un peu une comparaison avec, excusez-moi pour la lumière, j'essaie d'ajuster pour pas trop en avoir dans ma face, mais bon, vous pouvez voir pas trop de ma face non plus. Et donc, je vais essayer de comparer un peu comment une assemblée tirée au sort comme ça fonctionnerait par rapport à une assemblée élue, pour illustrer un peu la différence. Puis ensuite, je vais en arriver à vous faire un portrait un petit peu de comment cette différence-là aura des impacts importants dans notre société. Quand on a une assemblée élue, ces gens-là doivent retourner en élection pour continuer leur mandat et sont financés par leur parti politique. Leur parti politique est financé par des personnes, des particuliers. Ils peuvent directement être financés eux-mêmes. Il y a aussi l'influence des lobbies puis l'influence des médias. Puis donc, les gens élus sont dans l'obligation si on veut simplifier leur tâche, de faire des compromis entre tous ces intérêts-là, les intérêts des lobbies, des médias, puis des gens qui financent leurs partis politiques, et les intérêts de la population. Mais ces intérêts-là sont diversifiés aussi. Fait que donc, la tâche d'un élu, en fait, c'est essentiellement de trouver des solutions de compromis à différents intérêts. Le problème, c'est que dans une démocratie, ça devrait être l'intérêt du peuple qui prime et ces intérêts-là devraient être absolument secondaires ou du moins numéro 2 en termes d'importance clairement. Et s'il y a une décision qui est dans l'intérêt du peuple, mais qui est contre certains des intérêts des gens qui financent ces formations politiques-là, il ne devrait pas y avoir de question à savoir qui ou quoi prime. Mais dans la réalité de notre système politique, comme je l'expliquais dans la partie sur le pouvoir constitutionnel, je parlais de notre régime politique, notre régime électoral, le pouvoir de l'argent a autant de place, sinon plus, que le pouvoir du peuple lui-même, ou que l'intérêt du peuple. Et il y a des États où, aux États-Unis, c'est flagrant que l'intérêt de l'argent en a encore beaucoup plus que le peuple. Il y a d'autres États où c'est plus équilibré, où parfois le peuple, historiquement, va prendre plus de place, comme durant les 2 guerres mondiales aux États-Unis eux-mêmes, ou, disons, dans certains pays en Scandinavie ou à certains moments de l'histoire, le peuple prend plus de place dans ce jeu-là avec le pouvoir de l'argent. Mais ceci pour dire que on peut appeler ça aussi, pour pas le nommer, si on veut pas être méchant pour ces gens-là, on peut appeler ça différents intérêts. Eux vont utiliser des formules comme ça pour masquer un peu le fait que c'est finalement l'argent qui est derrière ça et c'est cet élément-là qui emmène très large dans nos institutions politiques elles-mêmes. En fait, dans nos sociétés et de ce fait-là, dans les institutions politiques qui sont un outil dans les mains de ces gens-là avec les médias et les autres outils pour la poursuite de leurs intérêts. Et donc, d'un côté, donc, on a une logique de compromis dans ces assemblées-là. Dans les meilleurs des cas, par exemple, quand on a des gens qui représentent vraiment le peuple, ils doivent néanmoins concilier ces intérêts-là avec ces autres, les intérêts du peuple avec ces autres influences-là. Et ce qui est certain, c'est qu'on on va vraiment chercher la bonne solution, mais on va plutôt chercher une solution de compromis. Et la grande différence entre ça puis une assemblée de citoyens tirés au sort, c'est que les citoyens tirés au sort, eux, n'ayant pas à être élus, ne dépendant pas de partis politiques, ne dépendant pas de différentes influences comme ça, sont libres d'agir sur la base de la raison. Sont libres de chercher la bonne solution au problème et de suggérer cette solution-là et de chercher à la mettre en œuvre. Là, on parle du tirage au sort à différents niveaux. Là, je constate que j'ai parlé du pouvoir constitutionnel, mais on pourrait utiliser le tirage au sort à différents niveaux. Bien, à tous ces niveaux-là, peu importe où on l'utilise, entre autres pour la question constitutionnelle, on peut... la base de ce système-là est fondée beaucoup plus sur l'idée de raison que sur l'idée de compromis d'intérêt.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Hein? Ça veut dire que si là, je vais donner un exemple, puis je vais attaquer un certain type de personne en le faisant, je vous le dis, mais bon, hein, je me permets de le faire. Si on prend un politicien, tiens, au hasard, on va le tirer au sort, on prend un politicien qui était élu à l'Assemblée nationale, on va en prendre 4-5, tiens, puis on les tire au sort, OK? Puis on a donc 4-5 politiciens devant nous, et puis que le débat en question devant l'Assemblée constitutionnelle, ce serait le mode de scrutin, et qu'on demande à ces gens-là qu'est-ce qu'ils pensent du mode de scrutin. Hein? Ils vont avoir des opinions, comme tout le monde a des opinions. Puis une opinion que je peux dire peut-être un peu plus que la générale, la moyenne du peuple, hein, mais à un certain niveau. Hein. Mais si de l'autre côté, hein, on mettait... disons, M. Paul Clich, hein, moi-même, puis 2 professeurs d'université, tous des gens donc qui se sont penchés profondément sur le mode de scrutin au Québec. Hein. Moi, je l'ai fait sans publier, là, mais je connais bien cette question-là. Hein. Puis on prenait 2 professeurs qui connaissaient substantiellement ça aussi, puis M. Clich qui écrit un livre sur la question, hein, puis que les 2 camps proposaient des choses à l'Assemblée constitutionnelle, hein, sur le mode de scrutin. Qui pensez-vous entre le camp des gens qui connaissent ce dont ils parlent, puis les députés élus auraient plus de poids dans la délibération? Hein? J'ose dire nous pour m'inclure dans le groupe, là, mais ce groupe-là aurait clairement des arguments, puis connaît le sujet. Hein? Les politiciens élus ne le connaissent pas. Il y aurait peut-être des conseillers qui pourraient les informer avant, ils pourraient faire de la recherche comme n'importe qui, mais ils n'ont pas développé, c'est pas une question qu'ils connaissent bien. Hein? Et donc, entre les élus sur cette question-là, puis les gens savants, entre guillemets, qui se sont penchés sur la question, qui, d'après vous, aurait le plus grand poids? Hein? Enlevez-moi de l'équation parce que je serais à la fois juge et parti, mais gardez M. Clich, puis mettez un autre professeur, là, ou quelqu'un d'autre qui connaît, tiens, on va aller piger quelqu'un dans un autre pays, mettons en Scandinavie, qui sait c'est quoi une proportionnelle. T'sais? Puis mettez ces gens-là ensemble, qui pensez-vous va avoir l'ouïe d'une assemblée constitutionnelle? C'est évidemment les gens qui ont la connaissance, les gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que dans un argument, dans une discussion approfondie, hein, les cerveaux moyens qui à l'Assemblée nationale n'auront pas beaucoup de poids parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour débattre de ces questions-là. Hein. Certains de leurs conseillers peuvent l'avoir, mais les élus en tant que tels l'ont pas. Puis répéter cette expérience-là avec, par exemple, la question de la transformation écologique ou du développement durable. On va aller piger, je sais pas, David Suzuki, on va aller piger le président de Greenpeace, on va aller piger, j'oublie les noms, mais je sais qu'il y a des personnes hein, dans le mouvement écologique importantes qui se sont penchées sur ces questions-là. On va aller piger 2-3 de ces personnes-là, puis une couple de profs en droit de l'environnement, puis on va mettre une dizaine de personnes parce que c'est un sujet plus important, puis on va piger 10 représentants de l'Assemblée nationale au hasard, puis on va leur demander de débattre. Hein? Entre les 10, excusez-moi de le dire, là, je ne vais pas les qualifier, on va les appeler députés, on va être poli. Mais entre les 10 personnes qui sont là, puis les 10 personnes qui connaissent leur sujet, qui pensez-vous va avoir plus d'influence auprès d'une assemblée constitutionnelle avec des citoyens tirés au sort qui sont juges du débat entre ces 2 genres de camps-là. Hein? Ou entre, par exemple, on peut ajouter d'autres personnes avec les députés. Hein? On peut ajouter des entrepreneurs, on peut ajouter des grands PDG, on peut ajouter d'autres personnes qui gravitent autour de ces gens-là, hein? Mais qui ont d'autres intérêts, puis que ça va être clair qu'ils ont d'autres intérêts. Qui, entre ces gens-là et les gens qui ont la connaissance, à votre avis, vont avoir le plus gros bout du bâton dans la discussion? Il est absolument clair que ça va être les gens avec la connaissance, parce que dans une discussion profonde, ils ont les arguments, puis ils savent de quoi ils parlent, tandis que vos députés à l'Assemblée nationale, ils ne savent pas. Hein? Et là, je prends l'exemple des députés, mais on peut prendre beaucoup d'autres gens aussi autour, et parce que les députés, dans le fond, ce qu'ils font, ils représentent les lobbies, ils représentent différents groupes, ils représentent les gens qui les financent, il faut qu'ils obéissent à la ligne de parti, puis ils ne sont pas sélectionnés sur la base de la capacité réelle à prendre des décisions comme ça. Les véritables personnes autour des députés qui savent de quoi ils parlent un peu, et ça dépend parce qu'ils sont encore pigés pour travailler pour les députés, c'est leurs conseillers. Hein, si on prenait les conseillers contre les savants, entre guillemets, là, on aurait là une meilleure game. Mais certainement avec les politiciens contre les savants, les politiciens se feraient raser comme ça se peut pas. Ils se feraient écraser d'un point de vue intellectuel parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Hein. Puis là, je prends un exemple fictif, là, mais c'est pour illustrer comment... Autrement dit, là, hein, des gens comme ça qui ne savent pas de quoi ils parlent ne viendraient pas devant l'Assemblée. Ils pourraient venir expliquer une idée
globale, mais ils n'auront pas l'ouïe de l'Assemblée. Parce que ça va être évident qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent autant que les autres. T'sais. Ils n'auront pas l'attention, la prime attention de l'Assemblée qui va aller piéger des gens qui, de toute évidence, savent de quoi ils parlent. Et ce serait par ailleurs intéressant de répéter l'expérience. Hein? Puis ça, on pourrait enfin, je ne sais pas si je vais aborder la question ici, mais supposons qu'on pigeait 2 députés au hasard par formation politique, puis que là, on leur demandait devant une assemblée citoyenne de débattre en profondeur d'un sujet. Là, hein? J'ai l'impression qu'il y a certains partis politiques qui se feraient un petit peu... on réaliserait que leurs députés ne sont pas nécessairement très, très qualifiés. Hein? Puis il y en a d'autres qui seraient un peu plus. Mais même ceux qui le seraient plus, à mon avis, ils seraient peut-être d'une position plus apparentée à celle des personnes qui savent de quoi elles parlent, des savants, entre guillemets, là, qui ne sont pas nécessairement des universitaires, mais qui peuvent être différents types de personnes. Mais c'est quand même les personnes savantes qui savent plus de quoi elles parlent. Et puis donc, tout ça pour dire qu'au lieu d'avoir une question là, une logique de compromis puis d'intérêt, hein, on a une logique de raison. Hein. Puis parmi les savants, il faut se dire qu'il y a aussi des différences de point de vue. Hein. Mais entre une personne qui connaît bien le mode de scrutin puis qui a un avis A, puis une autre personne qui connaît bien le mode de scrutin puis qui est d'un avis B, hein, ils partent au moins à un niveau de délibération, un niveau de débat qui est un peu plus élevé qu'un politicien général qui ne sait pas de quoi il parle. Hein. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'essentiellement, hein, puis là, je vais être absolument honnête avec vous. Hein, quand on change un système politique, il y a oui, le peuple. Hein, le peuple fait partie souvent quand il y a des révolutions dans l'histoire, hein, le peuple a toujours été un des acteurs dans ces mouvements-là. Hein, mais c'était souvent si on prend l'exemple de la Révolution française puis la Révolution américaine, c'était souvent, particulièrement la Révolution française, c'était souvent une élite contre une autre, hein, qui a réussi, pour une des deux élites a réussi à mettre le peuple de son bord. Dans le cas de la Révolution française, hein, les commerçants, les bourgeois, puis les différents acteurs sociaux qui étaient progressistes à l'époque, hein, ont réussi à mettre le peuple de leur bord et puis sur la base de cette alliance-là entre eux et le peuple, à énoncer, hein, à donner lieu à la Révolution française, puis la noblesse, puis les rois, puis ça se sont fait tasser. Sinon pire dans certains cas. Pour le roi, il a connu une fin un peu moins honorable que simplement d'être mis à l'écart. Hein. Mais ceci pour dire que dans le cas que je suis en train de vous présenter, hein, d'une certaine manière, hein, il s'agit d'une alliance, si on peut dire, entre les gens qui ont la connaissance dans la société out large, pas juste dans le milieu académique universitaire, parce qu'à mon avis, je vais peut-être me permettre de faire dans la partie 6 une critique plutôt profonde même de ces milieux-là, hein, mais la connaissance en général dans la société, puis donc les arguments, puis le savoir, hein, il s'agit d'une certaine manière d'une alliance entre ça, hein, je ne sais pas comment on pourrait qualifier la chose, là, mais en tant que groupe dans la société, parce que c'est pas vraiment un groupe fermé, t'sais. Mais les gens qui ont le savoir d'une certaine manière dans différents domaines, puis le savoir bien sûr est limité parce qu'il n'y a personne qui a le savoir dans tous les domaines, hein. Puis donc il y a des gens qui connaissent dans un domaine mais qui connaissent rien dans l'autre, ou qui sont utiles pour une chose mais qui le sont moins pour d'autres. Mais entre ce savoir-là dans la société et la population, qui, là, avec l'Assemblée citoyenne, trouve son lieu d'expression. Hein. Et donc, il s'agit d'une alliance entre le savoir et le peuple, essentiellement. Excusez-moi, je m'emporte un peu, puis j'ai mon clavier devant moi qui sautille avec mes mains qui bougent. Donc comparé, hein, avec, par exemple, les institutions qu'on a présentement, où tu as essentiellement l'argent puis le peuple, hein, qui à l'époque c'était une alliance qui était fonctionnelle, là, à l'époque de la Révolution française puis la Révolution américaine, ça a donné lieu à des changements positifs. C'est ça qui est un peu drôle. Maintenant, aujourd'hui, ça a donné lieu à des excès auxquels on doit s'opposer. Mais à l'époque, c'était un pas vers l'avant. Hein. Mais au lieu d'avoir ça, on aurait une alliance entre le savoir puis le peuple. Hein. Et puis, évidemment, là, il y aurait toute une discussion à avoir là-dessus, dans ce sens que dans une société qui est de plus en plus complexe, dans une société globalisée, où il y a un ensemble d'enjeux de plus en plus techniques, il va quasiment de soi qu'on doive en arriver à ça. En ce sens qu'il va falloir qu'on donne plus d'influence
je préfère pas dire pouvoir direct, mais au moins plus d'influence aux gens qui ont la connaissance dans notre société. T'sais, si on veut adresser la question écologique, là, il va pas falloir juste avoir des partis verts, il va falloir avoir des biologistes, des écologistes, puis des gens qui, dans d'autres domaines aussi, pas juste dans ce domaine-là, mais il va falloir avoir ces gens-là à l'Assemblée nationale. Il va falloir avoir ces gens-là qui prennent des décisions, pas juste qui consultent puis qui donnent leur avis à des politiciens qui ne comprennent rien à la question, ou qui ne sont pas suffisamment spécialisés dans la question pour pouvoir vraiment agir. Il va falloir que les bonnes personnes soient aux bonnes places. Et là, c'est un sujet un petit peu à la frontière de ce qu'on est en train de discuter ici, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va falloir qu'on donne plus de poids aux gens qui ont la connaissance. Essentiellement, dans nos sociétés, si on veut qu'ils puissent s'adapter, puis aussi être à la hauteur de cette connaissance-là. Excusez-moi, j'avais une autre idée, là, mais je pense que je vais éviter de rentrer dans ça parce que c'est une autre, ça ouvrirait une grande porte là, de discussion qui c'est un petit peu, c'est pas nécessairement approprié ici comme commentaire. C'est que j'ai un autre domaine de compétences. Je me spécialise pas juste sur les questions institutionnelles puis politique, économique, j'ai aussi une autre approche, disons, à certaines choses. Mais je vais peut-être dire essentiellement le sens de l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi, pour ces gens-là en particulier qui ont la connaissance, que le savoir, c'est une responsabilité. Savoir quelque chose et ne pas agir sur la base de ce savoir-là, d'un certain point de vue spirituel ou moral, ça constitue un acte mauvais ou un péché qu'on peut dire. Je suis conscient là, que je ne vais pas rentrer dans ces questions-là dans la discussion qui vient ici, mais on peut retenir que d'un autre point de vue, qu'avoir la connaissance et puis que bien l'utiliser, c'est un acte de vertu. Et donc, que pour une société, négliger la connaissance qu'il y a dans sa société, c'est aussi un acte mauvais d'une certaine manière. Et que, à contrario, mettre en place des institutions où le savoir est utilisé de manière maximale, à sa plus grande capacité d'une certaine manière, ou comme, le savoir est bien utilisé, ça constitue un acte de vertu pour cette société-là. En ce sens que, écoutez, on est dans des sociétés où il y a des enjeux très compliqués, il y a des gens qui les comprennent. Mais si ces gens-là ont face à eux des politiques, donc des politiciens en bon québécois, là, qui ne comprennent pas, puis que c'est eux les politiciens qui prennent les décisions, il y a un gros problème. Parce qu'ils n'ont pas on a face à nous des gens un peu niaiseux. Essentiellement, là, c'est ça. Pour les gens savants qui connaissent certains domaines, là, ils doivent convaincre des gens qui sont à un niveau intellectuel inférieur au leur, et les gens qui ont la connaissance devraient avoir au moins plus d'influence. C'est pas un pouvoir direct, là, ça reste un peu à débattre aussi, mais devraient avoir beaucoup plus d'influence. Et quand on voit des gens comme Trump ou Harper ou W, qui accèdent à des positions les plus importantes au sein de l'État, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que c'est pas normal d'avoir des gens peu intelligents comme ça, là, ou qui n'ont pas les capacités vraiment mentalement d'être là. Je suis pas en train de dire qu'il faut être vigilant avec ce que je suis en train de dire d'une certaine manière. Capacité mentale, c'est relatif, là, mais on comprend bien que, entre vous et moi, là, M. Trump, c'est pas la personne la plus qualifiée pour diriger les États-Unis, merde. C'est plutôt évident. Entre Québécois, il faut bien se le dire. M. Harper, c'est la même chose pour le Canada. Qu'est-ce qu'il faisait là, cet épais-là? Puis, je vais être poli, je ne vais pas parler du Québec, mais je pourrais. Puis je pourrais vous dire que vous devriez faire très attention au Québec, puis vous avez le même problème qui est en train de s'en venir au Québec. Et que ce problème-là, en fait, il est dû, entre autres, au système électoral et au fait qu'il y a certaines personnes, puissances, pouvoirs, il y a certaines influences dans la société qui ont avantage à avoir des gens comme ça au pouvoir parce qu'ils sont plus faciles à manipuler, essentiellement. Et qui n'ont pas avantage à avoir des gens compétents qui puissent vraiment prendre la société puis l'amener dans une bonne direction.
Hein. Autrement dit, là, le capital puis les très riches aux États-Unis qui veulent garder leur argent, ils s'en balancent que W, ça soit un imbécile. Ce qu'ils voulaient avec George W. Bush, hein, c'était avoir quelqu'un qui était suffisamment stupide pour pousser leurs intérêts sans trop se poser de questions, puis être content parce qu'il est président des États-Unis. C'est ça qu'ils voulaient. Puis c'est pour ça, la raison pour laquelle il était là dans le système électoral, c'est parce qu'il était suffisamment con pour être là. Hein. Et donc, là, on sera en train d'introduire un élément de raison dans le système politique, un élément de savoir dans le système politique qui est absolument manquant. Hein? Et donc, la tâche des citoyens, hein, c'est pas d'être cet élément de savoir-là, mais c'est d'être capable de le reconnaître. Puis donc, en approfondissant les débats, puis en ayant des débats plus profonds, tout simplement, hein, en ayant des débats de fond, ils vont bien s'apercevoir qui a finalement raison. Et c'est leur rôle, donc, c'est d'être un grand jury politique à l'intérieur de la société pour que ces différentes idées-là puissent se confronter, puis que les idées les plus, pas juste rationnelles dans le sens français du terme, là, mais les idées les plus basées sur la vraie connaissance, hein, sur des faits, si on peut dire, entre autres, puissent primer et puis avoir la place qui lui est due dans nos décisions politiques. Et donc, pour bien comprendre le système que je suis en train de proposer, c'est important de comprendre cette relation-là entre le savoir et l'Assemblée citoyenne en tant que juge, hein, ou en tant que jury là, de ces différentes forces-là à l'intérieur de la société. Il faut dire quand même, je vais nuancer ma proposition, je ne suis pas en train de dire que les autres personnes ne doivent pas s'exprimer. Hein? Je ne suis pas en train de dire que les hommes d'affaires, les gens de l'économie, que les politiques ne doivent pas venir aussi devant l'Assemblée citoyenne puis exprimer leur point de vue. Ils ont bien le droit. Hein? Puis dans un monde où on aurait des meilleures institutions politiques, ces gens-là vont être des gens plus de qualité. Hein? Mais tout le monde a bien sûr le droit de venir. Mais il faut que la décision soit prise sur la base de l'intérêt du pays, hein, puis l'intérêt au-delà de ça du monde. Et donc, pour que ce soit le cas, ça va être impossible de le faire si on reste dans un système qui est basé sur des intérêts personnels, puis du marchandage, puis du compromis, comme c'est le cas présentement à l'Assemblée nationale. Retenez ce mot-là de marchandage aussi. C'est un bon terme pour décrire comment la production législative, normative, puis comment les décisions à l'exécutif elles-mêmes se prennent dans un gouvernement. Hein. C'est du marchandage en différents intérêts, puis on en arrive à des compromis. Hein. Le problème, c'est que ça devrait être évacué essentiellement, ou ça fait partie quand même du politique, un peu, mais ça devrait être plutôt secondaire par rapport à la raison, puis à prendre des décisions logiques qui vont dans le sens de ce qui est bien pour la population. Quand on va parler du mode de scrutin plus en profondeur dans la section 8, hein, je vais discuter avec vous du mode de scrutin. À ce moment-là, hein, je vais vous expliquer comment cette logique-là de compromis pollue le système, comment elle mine les décisions du système, puis comment on fait en sorte que même si on a des changements, hein, c'est des changements essentiellement médiocres. Et que si on n'avait pas ça, mais qu'on avait une assemblée constitutionnelle avec des citoyens tirés au sort auprès duquel on pourrait s'adresser, hein, on n'aurait pas besoin de tomber dans la médiocrité comme ça. Hein. Là, je suis en train de parler de la réforme du mode de scrutin au Québec. On va en discuter dans cette partie-là pour ça que ça puisse intéresser. Hein. Mais à titre d'exemple, là, vous allez avoir un bon exemple de comment ces logiques de compromis-là, hein, sur un enjeu particulier, font en sorte que le mouvement, finalement, citoyen au Québec a senti qu'il a dû se rabattre sur une proposition entre acceptable et médiocre, disons. Hein, au lieu de rechercher une bonne solution, puis un bon mode de scrutin, puis aller de l'avant, puis même tenter de mettre en place un mode de scrutin qui est mieux que ce qui existe en Europe. Hein. Puisque cette deuxième idée-là, hein, cette deuxième perspective-là que je suis en train de vous suggérer, chercher qu'est-ce qui est le meilleur, puis qu'est-ce qui est mieux que ce qui existe, c'est absolument impossible à l'intérieur de notre régime politique. Parce que les intérêts en place font en sorte que, puis la capacité même des gens en place font en sorte qu'on ne peut pas en arriver à des propositions comme ça, parce que c'est pas basé sur une appréciation logique des choses. Hein. C'est basé sur un tiraillage, un marchandage, puis une logique de compromis. Donc, je pense que je vais m'en tenir à ça. Hein. Dans la partie qui va suivre, on va discuter
D'un troisième grand point que j'aimerais aborder ici dans la partie, dans les grands éléments sur l'Assemblée constitutionnelle, hein, qui est le champ de ce qui est constitutionnel puis ce qui ne l'est pas, puis j'ai expliqué comment ce champ-là va être élargi. Et puis donc, ça va être le thème de la prochaine présentation. Je suis en train de me demander si je n'ai pas oublié quelque chose dans celle-ci. Hein, j'aime bien clore les choses puis ne pas faire des mentions plus tard sur celle-ci. Bon, il faut quand même noter, hein, comme je l'ai mentionné, quand j'ai donné l'exemple des politiciens puis des gens plus savants, entre guillemets, qui connaissent certains domaines mieux que d'autres. Ça, encore une fois, c'est une description du système qui existe. Mais avec une assemblée constitutionnelle qui est en place, hein, on va commencer à changer les mécanismes de sélection de ces gens-là, puis comment ça va être quoi le législatif, ça va peut-être être différent aussi. On pourrait avoir des gens tirés au sort dans une assemblée législative et des gens élus dans une autre assemblée législative, et que le Parlement du Québec, ça soit ça. Hein? Et puis dans un contexte comme ça, ce qui va se produire, c'est que là, on va augmenter la qualité des gens qui sont à l'Assemblée nationale. Fait qu'il ne faut pas oublier que là, je suis en train de parler du système existant, mais dans un autre système, hein, il va y avoir pas juste l'opportunité de se plaindre comme on le fait si bien au Québec souvent, mais de vraiment mettre en place des solutions pour changer les choses et d'aller de l'avant et puis d'avoir un système politique qui est meilleur. Hein? Et puis donc, il ne faut pas penser que je suis en train je suis en train finalement de taper sur la tête des petits politiciens présentement. Hein? Puis ça, je ne me cacherai pas que je le fais, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'élus et puis la personne qui est élue est nécessairement mauvaise parce qu'elle est élue. Ce que je suis en train de dire, c'est que présentement, hein, on a des gens médiocres à l'Assemblée nationale. On a peut-être 15 personnes qui méritent d'être là, puis le reste, c'est des gens qui ne méritent même pas d'être là. Hein. Je ne sais pas si j'ai dit 15% ou 15 personnes, mais je voulais dire 15 personnes. Je ne voulais pas dire 15%. 15%, c'est probablement un peu trop. Hein. Puis j'ai rencontré d'autres gens qui sont à peu près du même avis, hein, qui regardent ces institutions-là puis qui se disent, mais j'ai rencontré une personne au Nouveau-Brunswick qui me disait exactement la même chose. Tu sais, qu'à son avis, il y avait 3-4 personnes dans son assemblée législative qui méritaient d'être là. Tu sais, une personne quand même éduquée, puis bon, c'est un homme d'affaires, là, mais c'est une personne qui, tu sais, je pouvais voir qu'il avait une tête sur les épaules. Et puis, je me dis, c'est intéressant quand même que j'avais eu cette idée-là avant, mais j'ai réalisé que cette personne-là l'avait aussi. Et c'est pas normal dans un État d'avoir finalement des gens médiocres comme ça, hein, à l'Assemblée nationale, parce que c'est eux aussi qui vont sélectionner le premier ministre, c'est eux qui vont être les ministres, c'est eux qui vont faire ci, faire ça, hein, et quand on en arrive là, on a véritablement une crise. Hein. C'est-à-dire qu'essentiellement, on a des épais qui nous gouvernent. Hein. Par rapport à l'intelligence collective qu'il y a dans la société, là, je peux vous le dire, on a des épais qui nous gouvernent, et s'ils ne sont pas épais, s'ils sont intelligents, c'est des crosseurs. Puis là, je vais me permettre de le nommer, mais on a des gens comme Jean Charest, hein, qui avaient une certaine capacité intellectuelle, mais qui n'étaient pas honnêtes. Hein. Et donc, essentiellement, au Québec, si on va regarder le politique, là, en excluant certains partis, mais en regardant les grands partis politiques, on a le choix entre les épais et les crosseurs. Fait que voulez-vous vraiment continuer dans un régime politique comme celui-là, ou vous voulez un régime politique qui est quand même basé un peu, hein, sur la logique, la raison puis le savoir. Je ne suis pas en train de dire que ce que je remettrai en place va changer la nature humaine, mais au moins on donnerait plus d'influence, une influence significative, hein, peut-être même déterminante, puis qui deviendrait même être l'influence la plus importante dans l'État, aux têtes pensantes, hein, aux gens qui ont une compréhension des choses, et avec le contrôle citoyen qui est absolument nécessaire et important. Parce qu'il ne faut pas penser que les têtes pensantes ont toutes raison non plus, puis il y a bien du monde qui connaissent un sujet, mais ont une idée un peu qui s'en va dans un sens ou dans l'autre, puis qui devrait peut-être être un peu réajustée. Moi, le premier, hein, je veux dire, j'ai des idées prononcées sur des sujets, mais je suis conscient qu'il y a ces idées-là qui vont devoir être améliorées. Sauf que présentement, la situation qu'on a, hein, c'est tristement ça. Hein, où moi, je peux regarder ce qu'il y a je vais me permettre de le dire. Je peux regarder ce qui est premier ministre présentement au Québec puis me dire que c'en est triste. Hein, qu'on a vraiment quelqu'un qui ne devrait pas être là.
en termes de compétences intellectuelles puis de capacité de comprendre le monde qui est autour de lui. Je ne dis pas qu'il ferait un mauvais PDG ou qu'il ne peut pas faire d'autres choses dans la vie, là, mais que ce n'est pas sa place. Puis s'il est là, c'est pas parce qu'il mérite d'être là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à avoir quelqu'un qui n'est pas trop brillant comme ça dans cette place-là. Hein? C'est moins pire, j'en suis bien conscient. C'est pas aussi pire que Donald Trump. C'est pas aussi pire que M. Harper. Mais c'est quand même pas le meilleur des Québécois qui est là présentement. Hein? Faut pas avoir l'illusion non plus qu'on va toujours avoir le meilleur premier ministre dans toutes les personnes qu'on a dans la province, mais on pourrait au moins avoir l'ambition d'avoir quelqu'un qui a un peu de bon sens, hein, qui est parmi quand même les personnes qui sont capables de gouverner adéquatement, considérant les problèmes qui se posent à notre société. Hein. Vous m'excuserez de rentrer, je suis quasiment rentré dans du partisan, j'ai pas nommé de nom, mais vous savez sans doute de qui je parle, là. Puis j'ai nommé M. Charest auparavant, mais ces gens-là, hein, d'un point de vue moral, dans le cas de M. Jean Charest, puis d'un point de vue intellectuel ou capacité, tout simplement, dans le cas de du premier ministre actuel, ces gens-là ne méritent pas d'être là. Hein. Et donc, l'Assemblée constitutionnelle va pouvoir mettre en place des institutions qui font en sorte qu'on change cet état de fait-là et puis qu'on va avoir éventuellement, au lieu d'avoir un René Lévesque puis quelqu'un comme Parizeau de temps en temps qui a une tête sur les épaules, puis que c'est l'exception dans notre évolution politique, qu'on aurait plutôt de manière fréquente, j'allais dire permanente, on ne peut pas espérer ça, mais de manière régulière, des gens qui méritent cette fonction-là, essentiellement. Pas en termes là de, c'est pas un mérite dans le sens, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire là, mais qui ont la capacité, hein, les bonnes intentions et qui, de ce fait-là, hein, méritent d'être dans une position comme ça, puis de faire quelque chose au Québec. Hein. Je suis conscient que je vais froisser des gens comme ça, mais écoutez, j'ai un défaut, c'est d'être honnête. Hein? Puis je fais mon possible là, pour me retenir un peu. Des fois, je me retiens pas. Je vous le cacherai pas, dans d'autres types de production, je me retiens beaucoup moins. Hein? Puis je dis la vérité beaucoup plus sèchement. Mais ici, hein, il ne faut pas oublier non plus que tout ça, c'est illustratif. Puis même si on enlevait ça, hein, si on enlevait les noms et les personnes, puis c'est mieux d'une certaine manière de regarder ça d'un point de vue sobre, hein, ce qu'il est absolument clair, hein, c'est qu'on n'a pas les bonnes personnes qui sont élues. On n'a pas les gens qui sont les plus compétents pour être là. Et moi-même, personnellement, là, s'il faudrait que je choisisse 15 personnes pour faire un conseil exécutif au Québec, là, juste avec des gens que je connais, je serais capable de faire mieux que ce qu'il y a présentement là-bas. Puis c'est pas pour être prétentieux que je dis ça, c'est parce que je crois sincèrement que c'est absolument, ça serait simple comme bonjour, en fait, sélectionner quelques personnes qui feraient mieux que ça, parce que ce qu'on a là n'est pas de la qualité, c'est de la médiocrité. Hein? Et le problème fondamental du système électoral, c'est ça. Hein? C'est qu'on a, pas tout le temps, mais bien souvent, hein, un état de fait comme celui-là, mais c'est évidemment pas des positions où c'est bénin d'avoir des personnes comme ça. Ils vont prendre des décisions, puis ils vont prendre des mauvaises décisions, puis vont pousser dans un sens qui va nuire à la population québécoise du fait que c'est les mauvaises personnes qui sont là. Et donc, généralement, en introduisant le tirage au sort dans notre système politique, on aurait à la fois, on introduirait un peu la logique, la raison, le savoir, hein, mais on aurait aussi un outil par l'Assemblée constitutionnelle pour changer cet état de fait-là et s'assurer qu'on ait le moins possible, hein, de ce type de problème-là comme il existe présentement dans nos sociétés. Et puis, bon, si on sort du Québec aussi, parce que notre système politique il existe ailleurs, je pense que c'est plus évident chez notre voisin du Sud encore. C'est évidemment difficile au Québec parce qu'on est juge et parti. Il ne faut pas se le cacher. Dans mon cas aussi, là, je suis juge et parti. Je veux dire, j'ai des idées politiques. Et puis quand je regarde ce qui est là, je suis pas exactement partisane parce que j'adhère pas à aucun parti politique. Sauf que je suis finalement québécois. Hein. Mais quand on regarde, mettons, ce qui se fait aux États-Unis présentement, là, dites-vous que c'est aussi ça, la démocratie électorale. Ça vient de là, ce régime-là. L'idée d'élection, ça vient des États-Unis. Et puis, voilà le résultat. Hein? Et que là, il n'y a pas juste du désolant, il y a aussi du dangereux. Hein?
il ne faut pas se le cacher, la personne qui est présidente aux États-Unis présentement est une personne extrêmement dangereuse pour le monde. C'est une personne qui, à cause du niveau de pouvoir qu'il a, des intentions qu'il a, de la prétention, puis du gros ego que cette personne-là a, est un danger, pas juste pour son pays, bien sûr, mais pour le reste du monde aussi, et que c'est un produit direct de la démocratie électorale. Donc, du régime électoral. Donc, avant justement d'accoler le mot démocratie aux élections, soyez vigilants, puis dites-vous que un système où il y aurait du tirage au sort qui est bien organisé, serait un système où l'élément démocratique serait plus là, et de ce fait-là, où l'idée de débat, de délibération réelle, fera en sorte que le savoir pourrait finalement prendre sa place à l'intérieur de notre système politique. On pourrait faire une drôle d'analogie pour les philosophes. Quand il y a des gens en philosophie, j'oublie c'était qui, c'était peut-être Platon, qui parlait du roi philosophe, sans avoir une personne qui incarne ça. C'est un peu comme si on aurait l'idée, avec le savoir, qui incarnerait ça dans le régime que je suis en train de proposer. Ou donc on aurait le savoir qui s'exprimerait dans la sphère politique au lieu de juste être une game d'intérêt de pouvoir puis de compromis de marchandage et de tiraillage. On aurait enfin la capacité de prendre des décisions politiques basées sur la raison. Bon, vous m'excuserez, je sais que j'ai un petit peu dérapé en ce sens que... Mais en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'être franc. Je pense que je l'ai fait dans la mesure où c'était... Enfin, j'ai essayé de le faire dans la mesure où c'était nécessaire, là. Mais c'est nécessaire d'être honnête par rapport à ce qui existe présentement, pour bien comprendre l'utilité d'un système comme je suis en train de proposer. Bon, je pense que je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Du moins, peut-être que... Je ne sais pas si je vais continuer cette présentation-ci après, là, mais éventuellement, dans une autre, je vais en arriver à cette idée-là du champ du constitutionnel. Comment, à l'intérieur d'un système comme je suis en train de proposer avec une assemblée constitutionnelle, ce champ-là de qu'est-ce qui est constitutionnel, finalement, va être potentiellement élargi.